Bonjour à tous et merci d'être là une nouvelle fois pour cette émission. Alors vous avez vu la vignette, le titre, hein. Oseille, pognon, fric, et j'en ajoute les thunes, les radis, les flouses, les pépettes, la moula, et il y en a encore d'autres. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter une coach du tonnerre, Stéphanie Rochette. Bonjour Stéphanie. Bonjour Sandrine. Alors, Stéphanie, c'est une amie, c'est une coach de grande qualité. Je vais la laisser se présenter elle-même. Elle dira mieux que moi ce qu'elle fait. Qu'est-ce que tu fais, Stéphanie? Alors moi, j'accompagne, les personnes qui sont en quête de sens, et je me suis spécialisée dans l'accompagnement des personnes, qui ont subi un traumatisme, que ce soit, personnel ou professionnel. Donc j'entends par là, des deuils, licenciements abusifs, burn-out, accident de vie, divorce, séparation douloureuse et cetera. Et ce parcours d'accompagnement m'a amenée, récemment à me spécialiser dans la relation à l'argent. Donc, on en a bien besoin parce que je fais partie de ce milieu de personnes où l'argent est souvent un problème, que ce soit du côté des thérapeutes ou du côté des clients. Et c'est vraiment ce qu'on va développer aujourd'hui dans cette séance. Donc, ça va être utile autant du côté des professionnels que du côté de ceux qui ont besoin de ces services-là. Est-ce que tu pourrais, en quelques mots déjà, peut-être nous donner les généralités du thème de l'argent par rapport à la société? Comment l'argent est vu dans le monde? J'ai été formée, j'étais la seule belge à terminer la formation, donc les autres personnes étaient suisses et françaises, et donc on s'est bien rendu compte qu'on est tous et toutes dans la même galère dans cette relation à l'argent. Alors la même, oui et non, mais en tout cas sur le même mode, de fonctionnement parce que, il se fait que, quand on commence à se poser la question de savoir, ce que c'est l'argent, in fine, si on doit résumer, l'argent, c'est un vecteur, un moyen pour échanger des biens et des services. Le problème, c'est qu'on attend de l'argent beaucoup d'autres choses pour lesquelles il est pas fait. Donc, on attend par exemple que l'argent, nous donne la liberté. On attend que l'argent, nous donne la gloire. On attend de l'argent, qu'il nous donne, la sécurité. On attend de l'argent, beaucoup de choses, où on a des projections sur l'argent, comme quoi l'argent est un problème, comme ce que j'ai entendu là dans ta brève introduction, je l'ai vite noté parce que c'est une des caractéristiques, qu'on peut avoir comme projection sur l'argent. L'argent, elle peut être vécu comme étant un problème, comme une source de conflit, l'argent c'est sale, et toutes ces projections vont, générer une attitude et une relation particulière de nous vis-à-vis de l'argent. Et ça se crée d'une manière assez, facile et simple, mais à laquelle on ne repense jamais. C'est qu'à notre naissance, tout nous est dû et on ne doit rien donner en contrepartie pour obtenir de l'attention, pour obtenir de la nourriture, pour obtenir de la chaleur, du réconfort. Tout nous est dû. Et puis arrive un jour où on demande quelque chose et on reçoit un non, parce que c'est trop cher, ou non, c'est pas le moment, non, on n'est pas Crésus, et on commence à entendre des choses sur un concept qui est l'argent, qu'on ne connaît pas et qu'on ne comprend pas. Et donc, dans notre intellect va commencer à se créer, tiens, heu, on doit pouvoir donner quelque chose en contrepartie pour obtenir. On ne peut pas tout obtenir gratuitement. Et donc, qu'est-ce que c'est que cet argent? Et puis, on va voir nos parents qui vont travailler ou pas, qui vont parler d'argent, qui vont aller se crever à la tâche Mmh. ou au contraire, qui vont prendre du plaisir à aller travailler. Oui. Et en fonction, il y aura cette notion de travail qui va être adjointe aux projections qu'on a sur l'argent. Et donc, s'il faut aller travailler pour aller chercher de l'argent,
Si le travail, c'est pénible, c'est dur, ça rend malheureux, papa et maman rentrent complètement crevés, épuisés, nerveux, stressés, agressifs vis-à-vis de nous, beh, purée, qu'est-ce que l'argent? C'est un problème. Et donc viennent se créer toutes sortes de croyances dans notre esprit qui sont pas du tout, qui se créent pas de façon consciente, hein, et qui viennent habiter, construire des pilotes automatiques dans notre conscience, et on va avoir ces croyances, ces projections sur l'argent qui vont nous faire avoir différentes attitudes possibles, par rapport à cet argent. Oui, on Si je suis très voit claire? oui, oui, c'est très clair et on voit que ça remonte vraiment finalement, à l'aube de notre vie tout ça, hein. Donc ce sont Ah, des ça rem émotions qui se créent déjà à ce moment-là. À l'aube de notre vie et même parfois, avant. Parce qu'il y a aussi toutes ces loyautés familiales, qui se cristallisent dans nos mémoires cellulaires et qui vont nous faire avoir, des attitudes ou des croyances ou des loyautés, à nos générations, précédentes. Et donc, c'est très amusant que tu m'invites, à faire cette interview maintenant, parce que j'ai travaillé un blocage, dans ma relation à l'argent, mais notamment dans un blocage, en relation à ma visibilité. Et donc, ma visibilité, j'avais un souci avec ça, c'était vraiment une angoisse je veux juste, illustrer, Oui, vas-y. le travail sur l'invisible et sur ces loyautés familiales. Et donc, la question qui m'a été posée donc pendant cette formation, à savoir, pourquoi, j'avais si peur d'être visible. La première chose qui m'est venue et qui remontait de mon inconscient, c'était, j'ai peur de me faire dézinguer. Dézinguer, et donc la question suivante qui m'a été posée, c'est: «Mais qui dans tes lignées, peut-être lors d'une guerre, aurait été, abattu, fusillé?» Et là m'est revenu le fait que mon arrière-grand-père, a été abattu par un Allemand alors qu'il sortait de sa maison pendant la guerre 14-18. Il allait chercher ma grand-mère qui jouait dans le jardin et l'Allemand l'aurait pris pour un fugitif et l'a abattu alors qu'il s'exposait en sortant de chez lui, et il s'est montré, il a été visible. Et donc on a travaillé, enfin j'ai travaillé cette déloyauté à mon arrière-grand-père en disant que moi je ne risquais rien à me montrer et qu'on n'était plus pendant la guerre 14-18 et que j'allais pas me faire fusiller si je me rendais visible. Et depuis que j'ai nettoyé quelque part cette mémoire, et cette loyauté à mon arrière-grand-père, eh bien j'ai eu un article dans un journal, dans un magazine féminin belge. J'ai été invitée 2 fois en radio sur une chaîne nationale belge, et puis toi, tu m'invites ici à faire cette interview. Et donc comme quoi, des loyautés invisibles ou des phénomènes invisibles, inconscients, ont un effet, un impact direct, sur notre vie et notre relation directe ou indirecte, à l'argent. Oui, et ce qui est extraordinaire en plus quand on t'écoute, c'est que ce ne sont pas nécessairement liés à des problèmes d'argent vécus dans la famille, mais ça peut être lié, comme tu Ouais. le dis là, à un problème, qui est franchement différent à la base, quoi. Alors ça peut aussi être Oui, lié à oui. des problématiques d'argent, si l'argent a été utilisé par un ancêtre pour faire taire ou pour, avilir quelqu'un ou dénigrer quelque chose, alors il peut y avoir une mémoire de dire: «Mais moi je veux pas être assimilé, à cette personne qui a utilisé l'argent pour faire des choses dégueulasses, et donc je préfère ne pas avoir d'argent que d'être, assimilé à ce genre de comportement en lien avec l'argent». Donc ça peut être l'un ou l'autre. Et puis ça peut être aussi à des mémoires karmiques. Alors là, on va au-delà, hein, on est sur une chaîne spirituelle, donc on peut y aller. Mais ça peut être aussi être, en lien à des vies antérieures, à des mémoires karmiques. Moi j'ai découvert ça avec, quand j'étais jeune, toute jeune maman. Mon bébé, pleurait, dès les premiers bains et ne supportait pas avoir de l'eau sur la tête. Hem, Passé 3-4 mois, je n'en pouvais plus, donc je me suis dirigée vers, une kinésiologue
qui m'a dit qu'elle était, réincarnée, mais que dans une vie antérieure, elle avait, une mémoire de noyade et donc après une séance de kinésio, mon bébé a tout à fait accepté, les bains, l'eau sur le visage, sur la tête et cetera. La mémoire karmique était nettoyée et donc sa vie a complètement changé et là, maintenant, c'est une jeune ado et elle est même prof de natation et prof de bébé nageur. Donc pour dire que Le changement. le changement est complètement radical. Donc ces mémoires karmiques peuvent aussi avoir un impact direct sur notre relation à l'argent, ici et maintenant. Et toi, qu'est-ce qui t'a amené à te former spécifiquement sur ce sujet? Est-ce que c'était ton problème de visibilité ou bien il y avait autre chose? Qu'est-ce qui fait que ça t'a amené à te former et finalement maintenant à accompagner les autres? Alors, ce qui m'a amenée, beh, c'est d'abord un problème, personnel, hein, je crois qu'on si on est, honnête avec soi, c'est très souvent, on devient thérapeute parce Mmh. qu'on utilise des outils pour soi et puis c'est tellement magique, qu'on a envie de les partager aux autres. Donc moi, je me suis d'abord, longtemps questionnée, hein, c'est un sujet qui me taraude depuis, sûrement 6 7 ans. Hem Où, je me demandais pourquoi, dans mon parcours professionnel, je vivais des boucles et des cycles avec l'argent. Donc, où j'avais des, des hausses, financières, où je pensais: «Ah ça y est, c'est génial, je suis lancée, c'est bon, c'est parti» et puis juste derrière, la grosse descente, la grosse chute qui fait que je me ramasse, complètement et je dois repartir de 0 et donc j'en avais un peu marre de vivre ces boucles et il fallait absolument que je trouve, «l'origine de la cause» entre guillemets, et c'était essentiel pour moi parce que c'est fatigant de vivre ces boucles et heu et j'ai trouvé, je pense, j'espère, des réponses vraiment en profondeur, et j'ai été dénouer pas mal de choses dans l'invisible, de l'ordre des croyances, des loyautés familiales, des mémoires, cellulaires et cetera, qui font que, j'ai l'impression d'avoir, libéré un tout gros paquet avec ça. Oui, et j'ai aussi envie de rebondir sur ce que tu as dit en début d'interview. Tu parlais Mmh. que du fait que l'argent n'était pas synonyme de liberté, de sécurité et Mmh. cetera et ça, enfin, franchement, ce sont des croyances qui sont bien ancrées, hein. Ah c'est phénoménal, mais en fait, il existe, 2 grands types de croyances et de projections sur l'argent. Comme ça, ce sera beaucoup plus clair. Les projections typiquement, on va dire positives, ces projections de l'argent, c'est source de liberté, l'argent, c'est source de succès, l'argent, c'est source de gloire, l'argent, c'est, la sécurité et cetera, la liberté. Toutes ces projections dites positives vont, nous impacter directement en ayant ce qu'on appelle une attitude d'écureuil. Donc on va faire en sorte d'amasser, d'amasser, d'amasser le plus possible, de façon à se sentir le plus libre ou le plus en sécurité ou le plus successful, qui soit et donc on va avoir ce mouvement d'écureuil. Sauf qu'on peut avoir toutes les thunes possibles sur, nos comptes en banque, ça ne voudra pas dire pour autant qu'on se sentira en sécurité. Voire même, ce que m'expliquait mon formateur, lui qui était en contact avec, pas mal de millionnaires et de milliardaires, que ces gens se sentaient en terrible insécurité parce que peur d'être volés, peur d'être dépouillés, peur de faire des mauvais investissements et donc se sentaient terriblement insécures avec leur quantité d'argent parce qu'il y avait la peur de perdre qui pilotait, ces attitudes et ces surinvestissements. Enfin, c'est plus, le c'est pas de l'investissement justement, c'est le fait d'essayer De de thésauriser thésauriser, au c'est ça. maximum et de Mmh. refuser de laisser circuler l'argent, Mmh. puisqu'il fallait ce mouvement de ramener vers soi. La deuxième grande catégorie de projections qu'on peut avoir sur l'argent, c'est toutes ces projections négatives. L'argent, c'est source de conflit, l'argent, c'est un problème, l'argent, c'est sale, l'argent, c'est avilissant, l'argent, c'est écrasant, et cetera, et cetera. Donc toutes ces projections négatives vont alors générer dans notre inconscient cette, cette pulsion de rejet. S'il y a quelqu'un que je n'aime pas, je ne vais pas l'inviter à la maison.
Si j'ai un problème avec l'argent ou si j'ai un problème dans ma relation à l'argent, je vais avoir un mouvement de repousseur par rapport à l'argent. Et donc ce sont des attitudes, les personnes qui sont repousseurs, c'est des personnes qui vont, beh, in toujours avoir le truc improbable qui va faire que même quand il y a une somme d'argent qui arrive, vont le perdre. Ce sont ces joueurs de loto qui vont gagner, 10 000 000 et en moins d'un an, tout va être flambé. Heu, Ce sont des personnes qui vont s'arranger pour perdre de l'argent, qui vont se faire escroquer parce que c'est sur leur tête à eux que ça va tomber, le mail, frauduleux et cetera. Et donc il y a ce phénomène de repousseur. Et puis il y a entre l'écureuil et le repousseur, il y a les personnes qui ont l cette et c'était mon cas puisque j'avais ces phénomènes de boucle. Mmh. J'avais autant de mémoire, de problématiques liées à l'argent, donc de projections négatives sur l'argent, que de projections positives. Et donc j'ai joué les montagnes russes pendant plusieurs années. C'est-à-dire que c'est le mouvement entre l'écureuil et le repousseur, c'est ce qu'on appelle les montagnes russes. J'ai joué aux montagnes russes pendant des années. Il fallait que j'ai de l'argent et puis à un moment donné, si j'en ai trop, ah mais je vais devenir, celle qui avilit les gens avec ou celle qui va, prendre du pouvoir ou tenter d'écraser le monde. Donc il faut plus que j'en ai. Mais tout ça, ça se jouait dans mon inconscient. Donc le fait de m'être réapproprié ces parts de moi plutôt que de vouloir les rejeter, de faire la paix avec ces parts de moi que je voulais à tout prix garder à distance, hein. Je ne peux pas être celle qui a de l'argent puisque je serais écrasante. Ben oui, je peux être vécue comme écrasante. Plutôt que d'essayer de rejeter cette part de moi, l'accepter et l'aimer va permettre, d'apaiser, mon état intérieur et donc d'apaiser ma relation à l'argent. Et d'arrêter d'attendre de l'argent qu'il m'amène ou de croire que l'argent va m'amener des choses pour lesquelles il est pas fait. Je peux pas attendre de ma machine à café qu'elle me serve un jus d'orange, mais je peux pas attendre de l'argent qu'elle me fournisse des problèmes ou qu'elle me fournisse de la sécurité ou de la liberté. Ma sécurité intérieure, elle est en moi, elle est pas sur ces billets de banque. Oui, c'est génial en fait ce que tu dis là, hein. C'est tellement essentiel. En fait, on voit qu'il y a toujours les 2 pendants finalement d'une même pièce, hein. C'est Mmh. d'un côté la peur et de l'autre côté l'amour. Et Exactement. entre les 2, bah, ça se manifeste de 36 manières différentes, mais c'est génial ce que tu nous dis là. Et moi, si je t'ai fait venir ici, bah, déjà, je trouve ça bien d'avoir mis au clair un peu les grands concepts, Mmh. bien qu'on pourrait en parler à mon avis pendant des heures de tout ça en Beaucoup. détail, voilà. Mais l'idée aussi est, de parler de l'argent et de la vision qu'on en a dans le monde spirituel. Et Vaste là, programme. vaste programme. Alors je te propose qu'on aille du côté des pratiquants d'abord, donc tout ce qui Oui. est thérapeute, énergéticien, médium, comment ils Mmh. voient l'argent par rapport à leur travail et dans un deuxième temps, on ira du côté des clients. Alors, OK. Une problématique qui est très, récurrente chez les praticiens, heu, quels qu'ils soient, hein, les praticiens d'aide, c'est de ne pas vouloir être de ceux qui profitent du malheur des autres. Et donc je ne peux pas me faire trop bien payer si, je mets un tarif qui me serait nécessaire pour moi vivre bien, parce que j'aurais l'impression d'être une profiteuse du malheur des autres. Je rejette en moi la partie de la profiteuse, hein, je veux pas être une profiteuse et donc je rejette cette possibilité de faire de l'argent dans le respect de moi-même et de ce que je donne. Il y a aussi cette difficulté, et ce syndrome pour moi du sauveur. On est dans une relation d'aide, on a envie d'aider, on a envie de sauver les gens. On rentre dans ce fameux triangle de Chapman, hein, bourreau, victime, sauveur. Ces personnes souffrent, elles ont un bourreau qui leur a fait perdre leur argent ou qui leur a fait, vivre des grosses difficultés. Eh bien, moi,
je vais les sauver. Sauf que quand je sauve quelqu'un à mon propre détriment, c'est moi qui vais devenir in fine la victime. Parce que je vais devenir victime, moi, de mon, comment dire, de mon activité professionnelle qui n'est pas suffisamment rentable et qui fait que je vais faire faillite ou je vais avoir des difficultés à nouer les 2 bouts, à payer mes factures, je vais être dans une insécurité, et donc je vais en arriver à devoir reprendre un boulot alimentaire et à avoir moins de temps pour faire ce que j'aime et ce que je suis capable de faire. Et donc pour ma part, il me paraît essentiel en tant que praticien de pouvoir travailler notre propre relation à l'argent. Si j'avais su, je l'aurais fait bien plus tôt. Si je m'étais rendu compte que moi, dans certains cas, je pouvais m'afficher clairement en tant que sauveuse, dans certains de mes accompagnements. Et c'est pas les accompagnements qui auront été les plus agréables ou en tout cas, in fine, à f faut enfin moi, c'est comme ça que je l'ai vécu en tout cas. Les personnes à qui j'ai eu l'impression de donner plus que de recevoir en argent, hein, avec qui j'ai fait des tarifs préférentiels, heu, je me suis rendu compte que pour ces personnes qui reçoivent beaucoup et qui reçoivent trop, à un moment, c'est trop compliqué et donc ces personnes ont besoin de reprendre leur autonomie en cassant la relation parce qu'ils ne pourront jamais rendre à hauteur de ce qu'ils ont reçu. Et donc là où je pensais faire du bien et je pense que j'ai fait du bien pendant un Mmh. certain temps, les relations, c'est arrivé quelquefois, les relations où j'ai voulu aider, où je me suis finalement, remis cette fameuse cape de sauveur, hem, elles ont fini par se retourner contre moi et où j'ai été, balayée d'un revers de main parce que le prix à payer était trop lourd. La Mmh. redevabilité que j'avais générée en donnant tellement, était trop lourde à porter pour ces personnes que j'ai aidées et donc c'était plus facile de casser la relation et de m'envoyer Ah à oui, la moi poubelle. j'adore ce que tu dis là parce que j'aime beaucoup moi les tout ce qui est subtil, tu vois? Et je trouve que sur beaucoup de sujets, il y a des tas de subtilités comme ça. C'est-à-dire qu'on croit donner, on croit bien faire et en fait, il y a comme un lien de dépendance finalement qu'on crée alors qu'on part dans l'idée que quand on est thérapeute, on doit rendre, l'autre indépendant de soi. On doit lui donner les clés, les outils pour qu'il se sorte de ses difficultés et sans Tout le à faire fait. exprès, on crée ce lien de dépendance qui est très nocif. Et Mmh ça, mh. c'est vraiment une des subtilités en tant que praticien sur lesquelles, il est vraiment important de faire attention, c'est vrai. Merci de le rappeler, vraiment. Je l'ai appris à mon détriment et puis il faut être pris pour apprendre, Mmh. mais je fais attention à ça maintenant, d'autant plus que j'ai personnellement travaillé ma relation à l'argent et j'ai compris en travaillant ma relation à l'argent les erreurs que j'avais pu faire en pensant faire du bien et au final, où j'ai projeté sur ces personnes, de l'irrespect ou de plein de choses peu agréables et in fine, je me suis rendu compte que ce n'était qu'une projection parce que les respects que je pouvais, vivre et ressentir, d'avoir été rejetée, c'est moi qui ne me respectais pas en fait. C'est ça. Donc c'était facile Mmh. de projeter cet irrespect sur l'autre, parce que dans cette relation et dans cet accompagnement, je ne me respectais pas, je donnais beaucoup plus que je ne recevais. Donc je créais le déséquilibre. Ce qu'on fait a de la valeur. C'est pas parce que ça nous semble facile que ça n'a pas de valeur. Et ça, c'est mais c'est de façon, générale, hein. Je pense que, beaucoup de personnes qui se cherchent dans une réorientation professionnelle, par exemple, ne comprennent pas que leur talent est dans la facilité. C'est ça. Donc on a la crainte de devoir faire payer quelque chose qui pour nous est facile. C'est comme si du coup ça devait être donné, quoi. Oui, c'est ça. Ce qui C'est est ça. facile doit être donné, mais parce qu'on a de nouveau avec ces croyances, il faut travailler dur pour avoir de l'argent, c'est,
le dur labeur, enfin, il y a toutes ces expressions et toute cette importance de la difficulté. Donc si c'est pas difficile, c'est que ça n'a pas de valeur. Or, c'est l'inverse. Ah oui, c'est C'est dans vrai ce que parce vous que pour le comptable, c'est facile de faire des chiffres et pour le pâtissier, c'est facile de faire un gâteau. Pourtant ça, on le paie exactement sans problème, quoi. et pour le joueur de foot qui gagne des Mmh. millions, c'est facile de mettre un goal au milieu du but, enfin, de mettre un ballon au milieu du goal, quoi. Mmh. Pour un chanteur, c'est facile de chanter, et c'est même un plaisir. Toutes ces personnes qui s'amusent, et qui au final, gagnent le plus d'argent, hein, soyons clairs, mais ces personnes, font des choses avec facilité et plaisir. Pourquoi est-ce que, il devrait en être autrement pour nous? Bon alors on voit que du côté des praticiens, c'est pas toujours évident de demander un prix pour leurs prestations. Et du côté des clients, alors là, on a tout aussi parce qu'il y a des gens qui sont très contents, qui disent: «Ah, allez voir ce thérapeute, il est génial». Et puis tu en as qui râlent, hein, et qui, notamment sur YouTube, dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux et qui, se plaignent du fait de devoir payer, qui estiment que tous ces dons finalement que l'on a, en tant que médium par exemple, eh bien que ça Mmh. devrait donc être des prestations gratuites ou en tout cas des prix extrêmement bas. Alors qu'est-ce que tu pourrais, expliquer aux clients qui ont ce genre de croyances aussi? Alors, moi, je leur réponds, «OK, c'est gratuit à condition que tous les dons que chaque personne reçoit et a soient gratuits. Mon comptable a le don des chiffres, je veux que ce soit gratuit. Les chanteurs, populaires ont un don avec leur voix qu'ils ont reçue, à la naissance. Ils chantent très bien, ils ont l'oreille absolue, je veux que ce soit gratuit. Les musiciens, pianistes, guitaristes qui sont, hyper doués, je veux pas qu'ils se fassent payer. Mon boulanger qui est très doué à faire du pain, je veux pas qu'il me vende son pain. Je veux bien payer les matières premières, mais je veux pas qu'il me fasse payer son don. Et donc si on va jusque-là, pourquoi est-ce qu'il faudrait que certains dons ou les grands sportifs, hein, pourquoi est-ce que les joueurs de tennis ou les joueurs de foot, les basketteurs et cetera, qui sont très doués pour mettre un ballon au fond du filet ou dans un panier, peuvent se faire payer et rémunérer et pas moi? J'ai pas choisi le don avec lequel je suis née, je l'ai exploité, je l'ai peaufiné, je l'ai travaillé, je l'ai apprivoisé parce que c'est pas forcément, des dons faciles, à assumer. Tout comme, les chanteurs ont travaillé leur voix, tout comme, les sportifs ont affiné leur talent. Mais tout ça, c'est enfin, ça a de la valeur, en fait. Donc OK. Mais alors c'est pour la c'est enfin, c'est la même chose pour tout le monde. C'est ça et même indépendamment du nombre d'années d'études parce qu'il y a des Bien sûr. professions, bon qu'on connaît, hein, qui sont socialement bien vues et qui nécessitent de passer beaucoup d'années sur les bancs de l'école, à l'université notamment. Et puis il y a d'autres métiers, où ce n'est pas le cas, mais c'est enfin pas le cas. Je pense que toutes les personnes qui sont thérapeutes ont suivi énormément de formations qui coûtent très cher d'ailleurs en elles-mêmes. Oh oui. Et puis c'est la pratique aussi qui fait qu'on commence à déployer ses dons et puis à exceller finalement dans un domaine. Oui, Donc je pense que tout ça, on peut oui. pas balayer d'un revers de main. Il y a du travail derrière. Ce que tu me dis là me fait penser à l'histoire, du comment dire? Du bateau. Heu, donc c'est un affréteur, qui a un bateau, à quai. Et son bateau ne démarre plus, alors qu'il y a, une quantité, invraisemblable de vivres périssables qui sont sur le bateau et donc la cargaison va être perdue si on ne n'arrive pas à dépanner le bateau pour qu'il aille, livrer et ce capitaine, est tellement excédé et a tellement peur, de perdre sa cargaison que, il rameute, tous les membres d'équipage, en leur disant: «Essayez de trouver la solution» et cetera. Les heures passent, les journées passent et ça commence à devenir vraiment, très, très problématique et donc il dit, «Je payerai ce qu'il faut payer, mais enfin descendez du bateau, allez voir dans le village, et trouvez-moi la personne qui va pouvoir me dépanner» et il y a un des matelots qui se promène
sur le quai, du port et qui voit un vieux marin et qui lui demande: «Est-ce que par hasard, vous pourriez nous aider?» Et le vieux marin qui regarde: «Oui». Il se lève, il est un peu corse, hein, et donc il se Ça doit quoi lève, ça? il se lève et il monte tout tranquille sur le bateau, il fait le tour, il regarde, il va voir dans les machines, et cetera. Il pose des questions et puis, au bout de 10 minutes, il sort un marteau de sa poche, il tape 3 fois, hein, sur un boulon bien particulier, du moteur et le bateau se remet en route. Et donc le capitaine est super content, il est enchanté, il va pouvoir sauver sa cargaison. «Merci, mais combien je vous dois?» Et le marin qui répond: 15 000 €. 15 000 €, mais vous êtes complètement fou! Vous avez passé 10 minutes sur ce bateau, 15 000 € pour 10 minutes. Mais qu'est-ce que vous me faites là? Il dit: «J'ai peut-être mis 10 minutes pour débloquer le bateau, mais j'ai 40 ans d'expérience qui m'ont permis de le débloquer en 10 minutes, là où personne de votre équipage n'était capable de le faire». Ah, Voilà, en fait, c'est ça. Enfin, moi, je pense que, y compris dans notre secteur, d'accompagnement, de thérapeute, de coach, de psychologue et cetera, c'est notre expertise, notre formation, tout ce qu'on a engrangé qui va justifier aussi la perspicacité, la finesse, l'incision qu'on va venir pouvoir, hem, heu, impacter chez les gens qu'on accompagne et qui vont avoir un effet ou pas. Et ça a de la valeur aussi. On peut pas se dénigrer, nous, en tant que praticiens, et oublier tout ce qui a généré, le fait qu'on en est là maintenant et qu'on peut avoir un certain niveau d'expertise. tout à fait et l'autre aspect aussi, il me semble, qui est souvent oublié du côté des clients, c'est que les thérapeutes, les médiums et ce genre de personnes, ben, ils ont aussi, des factures à régler finalement. Ah beh, évidemment. Et donc, comme tu le disais, bah, si, ils ne sont pas suffisamment payés pour leur travail, ils sont obligés de prendre autre chose sur le côté, de plus alimentaire. Du coup, ils ont moins de temps, ils savent aider moins de personnes et c'est un cercle vicieux finalement. Et Exactement. à ma connaissance, les personnes qui se plaignent parfois dans les sur les réseaux sociaux, il n'y en a jamais aucun d'eux qui s'est proposé comme mécène, justement pour, que le praticien puisse travailler gratuitement, quoi. Ah mais si moi quelqu'un me met à l'abri, dans une habitation, tout frais payés, où je n'ai à m'occuper que de faire du bien autour de moi, OK, j'accepte que ce mécène se Eh! me Et me prenne en encore! charge Et et encore encore! parce que Parce moi je qu'alors, pense que tu vas avoir sur le dos tous les autres. alors oui, alors je vais avoir sur le dos tous les autres et puis Ouais. moi je pense aussi, hein, que je vais te raconter une histoire. J'ai augmenté mes tarifs de consultation, et je n'ai pas de secret là-dessus, je suis passée de 75 à 100 € la séance. J'ai prévenu tous mes anciens, toutes les anciennes personnes qui avaient un suivi avec moi. Elles ont à peu près toutes, continué et compris, le pourquoi j'augmentais mes tarifs. 2 choses. La première, c'est que depuis que j'ai augmenté mes tarifs, heu je me sens beaucoup plus alignée et beaucoup plus, en droit de renvoyer des choses avec efficacité et efficience à mes patients. Pourquoi? Parce qu'ils doivent en avoir pour leur argent et je leur ai déjà dit plusieurs fois, hein, je dis: «Avec le prix que vous me payez, je peux pas me taire» et donc moi, ça m'a aidée, mais sérieusement, hein, moi, ça m'a aidée à me sentir plus légitime de renvoyer des choses qui sont parfois pas facile, à renvoyer dans un processus d'évolution et d'accompagnement. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, un exemple, une des personnes qui a suivi avec l'ancien et puis le nouveau prix, qui a une vie pas enfin qui traverse des choses, vraiment très, très compliquées.
qui va se faire aider aussi, dans certains cas, avec un peu d'abus d'alcool et donc il y a pas toujours facile, de se lever pour venir au rendez-vous. Et bien, récemment, il y a quelques semaines, elle a oublié de se lever. Je l'ai appelée pour voir, si c'était OK, si tout allait bien pour elle et elle m'a rappelé en disant: «J'arrive au prix où vous me coûtez, même si c'est pour 3/4 d'heure», parce que mes séances ont une durée d'1 heure quart, «même si ce n'est que pour 3/4 d'heure», puisque la séance non est Non due malgré mentionné. tout, même si C'est elle ça. était pas faite, hein. Oui, oui. Donc au prix où vous me coûtez, je préfère venir quand même si c'est que pour 3/4 d'heure Mmh. et la séance a eu lieu, ça a été une séance, vraiment très, très en profondeur. Au final, c'était une résistance qui s'était manifestée, la résistance se manifeste à hauteur de ce qu'elle a, à vouloir protéger, hein, donc c'était une très, très belle séance et puis, elle m'a avoué, en me disant: «Oui, si ça avait encore été à l'ancien tarif, à 75 € je serais pas venue et j'aurais loupé quelque chose». Ah oui, c'est fort ça. Oui. C'est fort, hein? Ah oui. Donc tu vois? Comme quoi, heu, il y a ce que tu investis aussi sur toi et pour toi et donc le gratuit ou le trop bon marché, au final, qu'est-ce que ça a encore comme valeur et quelle Oui, bah importance oui. tu y accordes Mmh. à pour toi, dans ce que dans ce que tu vas impliquer. Moi, je sais que j'ai mis jusqu'à 250 € dans des séances d'accompagnement parce que j'estimais que c'était la meilleure personne pour m'aider à débloquer certaines choses et donc j'ai aucun regret d'avoir mis, ce tarif-là. Première chose, j'en ai eu pour mon argent, ça c'est vrai et en même temps, j'avais pas envie de chipoter non plus, hein. Donc je voulais que ma séance soit profitable, donc je m'investissais, si elle me questionnait, tout de suite, c'était les exercices de remise en question, étaient en process accéléré parce que j'avais pas envie de perdre mon temps. Tu as l'impression que c'était une manière d'honorer ton propre cheminement finalement, D'honorer d'investir, oui, oui, d'investir autant en sur toi. moi, oui. Mmh. Oui, oui. Et pour la personne alors qui va dire: «Oui, mais elle, c'est facile, hein, si elle met 250 €, c'est qu'elle les a, hein». Ah! Alors, c'est pas aussi simple parce que moi, j'ai fait plusieurs fois, justement pour toutes ces formations et tous ces accompagnements, j'ai fait le saut de l'ange, hein. J'avais pas l'argent, j'étais dans le bas de ma boucle, donc quand j'ai décidé de faire cette formation de spécialiste de la relation à l'argent qui est au montant de 8 000 € pour l'année, Oui. je n'avais pas l'argent, j'avais les comptes dans le rouge et je vais pas dire qu'on était proche de l'expulsion, mais pas loin. Donc on était vraiment dans une situation très, très critique, mais je sentais et je savais au fond de moi, que je devais faire cette formation, par belle ou par laide et que je sentais que comme c'était juste pour moi, l'argent allait arriver. Donc ça peut paraître complètement dingue, mais je me suis inscrite. J'ai dit parce je me suis inscrite et puis on a un processus de sélection donc Christian, sélectionne 10 candidats pour, sa formation sur l'année. Donc quand il m'a interviewée pour savoir, comment j'allais payer cette formation, Ouais. j'ai dit que j'avais pas l'argent, que je savais pas comment j'allais la payer. Donc mais que je savais que je devais y aller. Il m'a fait confiance. Cette formation, je l'ai payée à temps et à heure. Et mieux que ça, cette formation m'a fait gagner plus que ce que j'ai payé. Comment c'est possible Par ça? alors, comment c'est possible? Mais parce que tout le processus que j'ai fait, pour aller justement voir ce qui bloquait chez moi, ce qui faisait que, je ne m'autorisais pas à rester dans le haut de la vibe, et que, j'avais, le canal du don qui était, bien, bien ouvert et puis le canal du recevoir, qui était, bouché ou très étroit. J'ai appris à demander et j'ai appris à recevoir. Et donc, je me suis retrouvée dans une situation, où j'ai demandé
à mes condisciples, de formation, je leur ai demandé de l'aide financière et j'ai reçu plus que ce que m'a coûté la formation. C'est extraordinaire ça. Donc finalement, enfin, c'est comme si tu avais pas dû payer cette formation quelque part? Oui et même mieux parce que depuis, j'ai plus Ah les comptes dans oui, le rouge, j'ai jamais eu autant de succès, j'ai jamais eu autant de séances d'accompagnement, j'ai jamais eu autant de réussite, donc oui, j'ai fait un virage à 180°. ah et donc c'est extraordinaire je trouve comme témoignage parce que on se met tellement de barrières, on n'ose pas faire tellement de choses parce qu'on a peur. Encore une fois, c'est cette peur qui nous tenaille. Mmh mh. Donc toi, tu es dans le rouge, tu n'as plus rien. Mmh. Tu Non. t'engages dans une formation sans savoir comment tu vas faire pour la payer, mais tu donnes tes Oui. paroles que tu vas le faire. Oui. Tu acceptes à cette formation. Oui. Finalement, tu reçois une aide qui était quand même inattendue au démarrage de cette formation. Alors, j'ai reçu l'aide après que j'ai tout Après, payé. c'est Donc j'ai ça, quand même sorti l'argent, c'est ça. en temps et en heure pendant toute la durée, donc j'avais quand même demandé un étalement, hein, parce que je les Oui, ai pas oui. sortis en une fois les 8 000 €. Je les ai sortis, sur la durée de la formation, donc c'est-à-dire 1 an. Donc j'ai sorti 8 000 € en 1 an et à la fin de la formation, sur les derniers jours de formation, j'ai demandé de l'aide et j'ai reçu. Et puis, le fait d'avoir pu faire ce travail sur toi-même et débloquer ce qui avait à être débloqué, t'a permis justement, d'avoir un meilleur équilibre dans ton travail, dans le donner et le recevoir. C'est ça. Exactement. Exact. Et donc en tant que client, revenons-en à nos moutons. Notre Oui. client qui est réticent, qui n'a pas envie, de donner un bal au thérapeute parce qu'il s'imagine que c'est un don. Donc on là, tu viens clairement de lui faire comprendre que finalement toute forme de travail, quand on excelle, quand on est bon, quand on aime ce qu'on on fait, eh bien c'est une forme de don Mmh mh. et que si certains sont payés, il y a pas de raison que d'autres ne le soient pas. Mmh mh. Oui, c'est ce que je crois. Et en imaginant que les gens acceptent ça, on vient d'aborder une deuxième difficulté qui est: «Oui, je veux bien payer les gens, mais moi j'ai pas les moyens». Et donc tu montres que quelquefois il faut faire confiance finalement entre ce qu'on peut recevoir grâce Et à une séance. C'est ça. se faire confiance, faire confiance au fait qu'on est capable, de déplacer des montagnes, qu'on est capable de guérir. Moi, je et c'est ce que je je crois que c'est ce que je lui avais dit, pendant mon interview, c'est, «Mais, de quoi as-tu peur? Pourquoi est-ce que tu aurais peur que je te paye pas? Si tu as confiance en ta méthode, et en ta formation sur, libérer notre relation à l'argent. Si ta méthode fonctionne, alors elle va fonctionner avec moi et je pourrai te payer». Donc C'est très intelligent. je pense Oui. je pense bien que je lui ai dit ça. Mmh. Et Et tu en tout cas, je le pense. et tu sais, moi, j'ai entendu une fois une médium qui, a eu un client comme ça qui était, en difficulté financière et elle lui a conseillé, elle, de ne pas prendre ce rendez-vous et elle lui a dit: «Écoutez, heu», c'était une manière un peu aussi de ne pas rendre les gens trop accros, tu vois, à la médiumnité. C'est un client Mmh. qu'elle avait déjà et il y a des gens dans la médiumnité, bah, ils prennent rendez-vous parfois un peu trop souvent et pour l'aider finalement, elle lui a dit: «Mais si c'est pas le moment financièrement, ben ne vous engagez pas maintenant. C'est Mmh peut-être mh. bien d'attendre quelques mois avant de prendre ce rendez-vous». Il faut pas non plus se mettre, dans des situations impossibles, quand on n'a pas les moyens pour quelque chose à certains moments de la vie, quoi. Oui, ben oui. Voilà. Donc c'est Et puis il aussi faut du bon faire sens. Oui, c'est du bon sens et puis c'est voir aussi quelles sont nos priorités. c'est ça. Parce que c'est clair que pendant cette année, de formation, je peux pas dire que je me sois enfin que je me sois octroyé beaucoup de dépenses, superflues. Enfin quoique. Parce que les choses ne se sont pas, relâchées en une fois. Le Mmh mh. processus, a, a fait des petits au fur et à mesure. Et puis, vraiment on va dire l'aboutissement de ce virage à 180, ça a été, lors de ces derniers jours de formation. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai vécu, mais c'était insidieux tout au long, quoi. Et est-ce que tu penses qu'il y a, un tarif heu, «honnête» entre guillemets, quelque chose qu'on ne devrait pas dépasser? Toi, tu as parlé tout à l'heure de 250 € une séance. Bon, je Oui. voilà. Qu'est-ce que tu penses toi? Est-ce qu'il y a une fourchette
qu'on pourrait qualifier de corrects et puis des montants qui sont, astronomiques et qui sont, indécents? Alors, c'est vraiment une question à laquelle ça va être compliqué de répondre et en fait, moi, ce qui me vient, hein, quand je t'entends me poser la question, c'est: qu'est-ce qui justifie qu'on puisse mettre, des centaines de milliers d'euros dans une voiture? Ça en revient à notre histoire de priorité finalement, de à quoi on donne Oui, de la valeur dans sa vie? Qu'est-ce qui est à important quoi pour nous? exactement? Ce qui est rare et précieux. Je pense qu'à certains moments, il y a des choses, qu'on va s'octroyer parce qu'on sent, enfin moi je suis heu, très sensitive donc si je sens que je dois faire quelque chose, le prix va être de moins en moins et encore moins depuis que j'ai fait cette formation, va être de moins en moins, un frein si je sens que c'est bon pour moi, Mmh. si je suis appelée et puis, c'est toute la différence aussi entre, ce que j'ai la sensation de faire avec cet argent. Si j'ai la sensation que j'investis sur moi, c'est que je vais avoir un retour sur investissement et donc au plus je vais investir, au plus je vais récupérer de l'argent. Si je mise en bourse et que je sens que c'est sur telle action que je vais avoir un retour, beh, je vais pas miser 10 €, je vais miser, 10 000. Après, j mes sensations peuvent me tromper, tant pis, je l'aurais fait et puis j'aurais qu'à accepter de m'être trompée. Si maintenant j'ai l'impression qu'en allant chez un thérapeute ou chez qui que ce soit, je perds mon argent ou je dépense de l'argent et que c'est à fond perdu, bah alors surtout il faut arrêter, c'est que la personne n'est pas celle qu'il vous faut pour l'accompagnement ou n'est plus celle qu'il vous faut. Oui, Dès que vous bien avez sûr, l'impression de oui, oui. perdre de Mmh. l'argent, n'y allez plus. Il vous faut un retour sur investissement et il faut que vous soyez OK avec ça. Oui, c'est ça. Je donne toujours 2 conseils. Le premier, c'est de se sentir à l'aise avec le praticien et si on ne Mais l'est pas, évidemment. ben, on change, hein. Il y a pas d'obligation de continuer. Tu sais, moi, un jour, je repensais à une histoire, c'est un j'avais organisé un atelier gratuit, un atelier découverte Mmh. et bon, quelques personnes se sont inscrites, sont venues, c'était bien chouette et tout et puis, moi, je proposais évidemment à ceux qui avaient ce désir d'aller plus en profondeur, de s'inscrire à une formation, complète, délivrée sur internet. Et il y a un des participants, c'est marrant ce qu'il m'a dit, il m'a dit: J'ai trouvé ça génial ce qu'on a fait, vraiment, ça m'a ouvert les yeux sur plein de choses et bien, je songerai à cette formation quand je serai pensionné, que j'aurai le temps, je le ferai à ce moment-là». Et moi, j'ai rien répondu parce que libre à chacun de voir et de faire les choses comme il le sent. Mais c'était quand même très rigolo ça, hein, parce que ça montre encore bien où sont nos priorités. Et pour le moment, la priorité de cette personne, bah, c'est de continuer son petit train-train quotidien, de continuer, ses activités habituelles, ses vacances, son travail et cetera. Parce que le désir finalement de changement, le désir n'est pas assez grand, tu vois? Mmh mh. Il y a des gens, ils ont des Il problèmes est à dans la la hauteur de vie. l'investissement dans ce cas-ci, hein. C'est ça, c'est ça. Les gens ont des problèmes et parfois ils n'ont pas suffisamment le désir de changer. C'est comme si c'était les autres autour d'eux qui sont responsables de leur situation, donc c'est aux autres de changer et Mmh du mh. coup, ils ne voient pas l'intérêt de donner du temps et de l'argent à un changement qui leur est propre. Et là, je pense que c'est cette question de priorité, de désir qui est vraiment très importante. Quand on est peut-être à bout et qu'on n'en peut plus de sa vie, bah, là, on se donne peut-être les moyens de faire quelque chose et c'est un peu dommage d'attendre d'en être là pour décider d'entreprendre un travail, comme celui-là, quoi. Mmh. Oui et en même temps, je pense que c'est la nature humaine, hein, la résistance au changement. Donc il faut vraiment être dans le fond du trou pour, se dire: «Maintenant, il faut que ça change», quoi. C'est ça. Et encore, même dans le fond du trou, il y en a qui vont y rester et qui vont fustiger la terre entière, heu et dire que tout est de la faute des autres s'ils sont dans ce trou. C'est aussi un des points qui fait qu'on va trouver des excuses au fait que: «Ah mais ça demande trop de temps» ou «Ça demande trop d'argent» et de ne pas vouloir le faire justement. Après, quand on fait un burn-out, du temps, on en a beaucoup, hein. Oui,
Oui, ça Moi, fait j'en ai mal et beaucoup de personnes qui arrivent en situation de burn-out et là, du temps, ils en ont, hein. ouais. Donc à trop vouloir tenir dans une situation qui nous convient pas, à un moment, on en paye de sa propre santé. Mais tu crois Donc pas il que quelque il part, c'est justement, c'est le cadeau de la vie, ça? Parce que ah si, quand tu es voilà, quand on est dans une souffrance pareille, justement, c'est le coup de pied au derrière qui nous fait changer de direction et nous dire: «Bon, maintenant ça suffit, quoi, il est temps». si, Voilà. après les personnes qui sont en plein dedans, ont trop difficile d'entendre ça, mais Ah finissent oui, par le dire elles-mêmes une fois mmh, qu'elles vont mieux et c'est souvent des témoignages dans ce sens-là. mmh. Oui, bien sûr, c'était un cadeau, une opportunité, Et si on veut résumer alors tout ce qu'on a dit, aujourd'hui au sujet de l'argent, donc moi j'ai retenu que l'argent, c'est souvent, de faux objectifs qu'on a par rapport à cet argent, liberté, sécurité et cetera. Que, finalement, c'est parce qu'on se met beaucoup de freins à soi-même, même de manière inconsciente et la plupart du temps d'ailleurs de manière inconsciente, que oui, ce bah, oui. soit par rapport à sa petite enfance ou par des loyautés familiales, on se met des freins. Mmh mh. En tant que praticien, si on tente à être le sauveur de la terre entière, eh bien, on ne sait plus où donner de la tête et on peut mettre des prix qui ne sont pas à la hauteur de ses propres besoins et donc être insatisfait, ne plus pouvoir donner autant. Du côté du client, eh bien, si on trouve normal de payer son pain à la boulangerie, c'est normal de payer un service aussi. Et puis finalement, que c'est une question de priorité, tout ça. Qu'est-ce que je veux dans ma vie? Où est-ce que je veux aller? De quoi j'en ai suffisamment marre que pour entreprendre ce chemin? Est-ce que j'ai bien résumé tes propos ou Oui, bien? oui, oui et Oui, c'est une question de foi et de confiance en soi au final, hein, de confiance en soi. Mmh. aussi, oui. Oui. Je pense qu'il faut pouvoir se faire confiance, si on sent qu'on doit y aller, le fondateur de la technique, de libération, hein, Peter Koenig dit: «Quand on est sur son chemin, l'argent ne sera jamais un problème» Donc ça et veut dire quelque qu'on n'est pas part, sur son chemin si l'argent pose problème, ça veut dire qu'il y a des choses à revoir. beh, c'est qu'il y a des blocages ou qu'on attend de l'argent, des choses qu'il nous apportera jamais. C'est ça. Super, super. Vraiment tout ce que tu nous apportes aujourd'hui, c'est magnifique. Quel serait ton Avec peut-être ton conseil comme mot de la fin? alors moi, ce que j'ai envie de dire, c'est: suivez votre cœur. Il sait où il doit aller. Il se pose pas toutes ces questions et dès lors qu'on suit son cœur, on a très peu de risques, en fait. Bien, merci Stéphanie, merci vraiment beaucoup pour, cette belle discussion, pour tout ton apport. Avec plaisir. Merci pour ton invitation, Sandrine. Voilà, merci à vous d'avoir suivi cette émission. Vous retrouverez bien entendu tous les liens concernant Stéphanie sous cette vidéo. Les miens également, vous savez que moi mon dada c'est l'art et si, un atelier vous inspire, eh bien venez nous rejoindre. Prenez rendez-vous avec Stéphanie, avec moi, avec quelqu'un d'autre, avec la personne avec laquelle vous vous sentez à l'aise et n'hésitez pas à entreprendre ce chemin qui a été, tellement, tellement bénéfique pour celui de Stéphanie, qui a été tellement bénéfique pour le mien aussi. On vous souhaite la même chose et je vous dis à bientôt dans une prochaine émission. Merci.